Histoire et archéologie des mondes africains, c'est une chaire nouvelle au Collège de France qui dit la rentrée dans le domaine des savoirs légitimes d'un champ de recherche qui est celui de l'histoire de l'Afrique. Bien entendu, l'Afrique est dans l'histoire, et si certains ont cru que l'Afrique n'avait pas d'histoire ou que l'Afrique était restée au seuil de la maison histoire, ce n'est évidemment pas parce que les sociétés africaines n'ont pas d'histoire, mais parce que les sociétés contemporaines, toutes nos sociétés contemporaines, ont un problème avec la reconnaissance de l'historicité des sociétés africaines, un problème qui vient probablement de plusieurs siècles de déni de cette historicité, de déni de singularité, un déni qui s'enracine en particulier dans la traite des esclaves. Au cours des prochaines années, je serai amené à aborder dans mon cours des sujets aussi différents et variés comme les systèmes d'écriture en Afrique depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, l'histoire du Congo, l'histoire de l'Éthiopie, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et des interactions à travers le Sahara, l'histoire du Sahara lui-même. Ce qui va m'intéresser le plus au cours de cette année et des prochaines années, c'est véritablement le Moyen-Âge africain. Je voudrais prendre l'exemple du Moyen-Âge éthiopien pour illustrer à la fois la diversité des sources et le type d'interaction entre les sociétés qu'on peut illustrer. On a longtemps cru que l'histoire de l'Éthiopie, c'était principalement l'histoire du royaume chrétien d'Éthiopie. Pourquoi est-ce qu'on l'a cru longtemps ? Parce que c'est le royaume chrétien qui nous a laissé la plus abondante documentation. D'une certaine façon, le royaume chrétien d'Éthiopie impose une narration qui est centrée autour de lui. Et puis, au cours des 20 dernières années, les choses ont beaucoup changé parce que, en mettant l'accent sur l'archéologie en particulier, nous avons trouvé, avec mes collègues, nous avons trouvé une, puis deux, puis trois villes musulmanes, qu'on a d'abord longtemps cherché loin du royaume chrétien, pensant que la documentation écrite avait raison et qu'il fallait chercher loin. Et en fait, on l'a trouvé tout contre. Puis qu'est-ce que ça change d'avoir tout à coup des chrétiens et des musulmans qui deviennent voisins? Ça veut dire une chose très intéressante, ça veut dire que les sociétés se sont diversifiées, les unes devenant chrétiennes, les autres devenant musulmanes, et que l'image qu'on a de ces sociétés qui sont ennemies ou naturellement ennemies, parce que c'est l'image qu'aiment dépeindre les chroniques, de sociétés en guerre les unes avec les autres, est une image fausse, parce que ces sociétés ont voulu être voisines, parce qu'elles ont voulu échanger, parce qu'elles ont voulu être en symbiose économique les unes avec les autres, les chrétiens possédant en quelque sorte les ressources sur les hauts plateaux, alors que les musulmans possédaient les routes, la maîtrise des routes. Les sociétés africaines n'ont cessé depuis des millénaires de résister au rouleau compresseur qui homogénéise les systèmes techniques, par exemple, ou les systèmes politiques, ou les systèmes religieux. Et au contraire, on produit de la différence, on produit de la diversité, on produit de la cohabitation. On fait cohabiter ensemble les grands royaumes centralisés avec les nomades pastoraux, avec les chasseurs-cueilleurs. Par conséquent, il y a cette fabrique de la diversité et de la cohabitation qui sont un phénomène tout à fait intéressant parce qu'ils nous permettent d'observer la façon dont les sociétés s'arment contre l'homogénéisation et contre la centralisation politique, etc. Mais ça nous permet de regarder l'histoire du reste du monde depuis l'Afrique. Et là, il y a une leçon qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que l'histoire de l'Afrique est à la fois intéressante pour elle-même, mais aussi intéressante parce qu'elle est bonne à penser pour le reste du monde.